Webinaire de présentation sur l'actualité sociale du premier trimestre 2025. Actualité qui a été attendue et qui est très chargée, nous allons le voir au cours de cette matinée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Catherine Tesser, je suis responsable du pôle social du groupe Talin Sarès sur Aix-en-Provence Sud, Aix-en-Provence Nord. Pour rappel, nous avons plusieurs sites situés sur Avignon, Bolène, Lyon, Tarascon et Valence, que je présente et que je remercie aussi de leur présence aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne l'actualité sociale, aujourd'hui, nous allons traiter de divers points. Premièrement, la loi pour le partage de la valeur. Nous allons faire un petit rappel. Ensuite, voir si la prime de partage de la valeur est toujours attractive parce qu'il y a une nouvelle législation qui est sortie et nous allons voir justement si ça vaut toujours la peine de la verser. Nous allons aussi parler de l'intéressement qui est un levier, qui a toujours été un levier puissant et qui l'est d'autant plus, actuellement. Nous allons voir les nouvelles règles applicables, concernant le contrat d'apprentissage, le barème forfaitaire qui a été modifié pour les avantages en nature véhicule, la baisse de la prise en charge de la caisse d'assurance maladie, la MSA, en ce qui concerne les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, du salarié, et nous allons traiter de divers points concernant la formation professionnelle, les primes transport et les salariés étrangers, l'embauche des salariés étrangers. En ce qui concerne la loi pour le partage de la valeur, petit rappel, le gouvernement a souhaité faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur. Avec la loi du 29 novembre 2023, il a créé une nouvelle obligation pour les entreprises qui répondent aux critères suivants. Il faut qu'elles aient un effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés. Il s'agit de l'effectif salarié annuel de l'entreprise qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. La- le deuxième critère, c'est que le bénéfice net fiscal soit au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Comme nous sommes en 2025, cela concerne les années 2022, 2023 et 2024. Alors attention, il ne s'agit pas de votre bénéfice donnant lieu à distribution de dividendes, c'est différent. Il peut très bien ne pas y avoir de bénéfice, mais l'entreprise peut toutefois dégager un bénéfice net fiscal. Troisième condition, troisième critère, c'est que cette entreprise ne soit pas déjà couverte par un accord d'intéressement ou de participation en cours de validité. Et dernier critère, qu'il ne s'agisse pas d'une entreprise individuelle. Quand ces critères sont remplis, il faudra mettre en place une mesure de partage de la valeur pour les exercices qui sont ouverts au 1er janvier 2025. Cela concerne les dispositifs de participation et ou intéressement, une participation dérogatoire, abonder à un plan épargne ou verser une prime partage de la valeur. Si la mise en place d'une prime partage de la valeur est possible à n'importe quel moment, un accord d'intéressement ou un dispositif de participation dérogatoire doit être mis en place au plus tard le dernier jour du 6e mois de l'exercice. Ainsi, pour être applicable au titre de l'exercice débutant le 1er janvier 2025, prenant fin le 31 décembre 2025, un accord d'intéressement ou un accord de participation devra être conclu au plus tard le 30 juin 2025 et déposé à l'adresse au plus tard le 15 juillet 2025. Donc, si votre exercice clôture le 31 décembre 2024, vous avez jusqu'au 30 juin 2025 pour mettre en place, par exemple, un accord d'intéressement. Donc, cette expérimentation est d'une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Elle prendra fin le 29 novembre 2028. Alors, concrètement, au niveau du pôle social, nous allons mettre en évidence les entreprises qui remplissent donc les critères que nous avons vus précédemment en ce qui concerne les effectifs. Au niveau comptable, nous allons également voir les entreprises qui ont un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Et nous reviendrons vers vous pour voir quel est le dispositif le mieux adapté
dans votre entreprise en ce qui concerne, l'accord d'intéressement, la prime partage de la valeur ou tout autre dispositif que vous aurez l'obligation de mettre en place. La prime de partage de la valeur est-elle toujours attractive? Alors, je vais d'abord faire un petit rappel sur sa mise en place, les bénéficiaires, la modulation et le montant maximum qui est exonéré. Sa mise en place, ça sera via un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur. Dans 90 des cas, au niveau de notre cabinet, nous avons mis en place ces primes partage de la valeur via des décisions unilatérales d'employeurs. Les bénéficiaires, ce sont tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime ou du dépôt de l'accord ou de signature de la décision unilatérale de l'employeur. Les intérimaires remplissent ces conditions et doivent également en bénéficier. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, que ce soit temps partiel, temps complet, CDD ou CDI. Il est possible de moduler cette prime avec, nous pouvons jouer sur 5 critères: la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l'année écoulée et la durée du travail prévue au contrat s'il s'agit d'un temps partiel, par exemple. Le dernier critère qui a été mis en place l'année dernière, c'est l'ancienneté dans l'entreprise. Concrètement, nous voyons ensemble les primes que vous souhaitez verser à vos salariés et nous vérifions que tous les critères qui sont limités, que je viens de vous indiquer, sont bien remplis. Le montant maximal exonéré de 3 000 € par an par bénéficiaire. Ce montant passe à 6 000 € s'il y a un accord d'intéressement ou l'application d'un accord de participation dans l'entreprise. Pour les entreprises, au niveau du régime social et fiscal, pour les entreprises de moins de 50 salariés, jusqu'au 31 décembre 2026, il y a une exonération de cotisations sociales, CSG, taxes sur les salaires et forfait social, ainsi que d'impôt sur le revenu pour les salariés qui ont une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel. Pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, c'est pareil, exonération de cotisations sociales, forfait social, mais CSG, CRDS, taxe sur les salaires et impôt sur le revenu. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, une exonération de cotisations sociales, mais une soumission à la CSG, CRDS, taxe sur les salaires, forfait social et impôt sur le revenu. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours attractive ou pas? Je vous rappelle notre circulaire sociale du 31 mars dernier. La loi de financement de la sécurité sociale du 28 février 2025 prévoit dorénavant que les primes partage de la valeur seront intégrées dans la rémunération utilisée pour calculer la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon. Les primes partage de la valeur versées depuis le 1er janvier 2025 sont donc désormais prises en compte dans le calcul de cette réduction Fillon, sauf pour les salariés dont le contrat a pris fin avant le 1er mars 2025. Cette nouvelle mesure, toujours intéressante pour les salariés, parce qu'ils percevront une prime nette, l'est beaucoup moins pour les employeurs, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Donc, il y a une réintégration dans le calcul de la réduction Fillon, la réduction générale des cotisations patronales de la prime partage de la valeur. Alors, nous allons voir les impacts. Alors, bien sûr, cette réduction Fillon n'existe plus pour les salaires mensuels de plus de 2 882 €. 1,6 fois le SMIC pour une base 35 heures. Donc, l'impact concernera plutôt les bas salaires. Donc, pour vous montrer l'impact, pour des rémunérations annuelles équivalentes au SMIC, si vous versez une prime partage de la valeur de 500 €, sur l'année, vous perdrez en réduction Fillon environ 270 €. Je descends au 4e exemple. Si la rémunération annuelle est de 26 000 €, je vous rappelle que la réduction Fillon, donc la réduction générale des cotisations patronales, est annualisée. Donc, si vous avez une rémunération de 26 000 €, si vous versez une prime partage de la valeur de 2 000 €, il y aura une perte de 1 077 € environ
sur la réduction sur les bas salaires. Ces changements rendent ce dispositif moins attractif, mais il le reste toutefois, sachant qu'il faut que l'on fasse des simulations parce qu'il suffirait que vous versiez une prime exceptionnelle qui vous fasse perdre, cette réduction générale pour que la prime partage de la valeur soit plus intéressante. Cette nouvelle, législation, nous incite à réfléchir sur la mise en place d'un accord d'intéressement ou d'un autre dispositif d'épargne salariale. La prime d'intéressement, l'intéressement reste et sera toujours un levier puissant. C'est un dispositif d'épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime qui est proportionnelle aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Ce dispositif vise à encourager les salariés à s'impliquer dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Il concerne tous les salariés. Il est toutefois possible d'intégrer une condition d'ancienneté de plus de 3 mois pour avoir droit au versement de la prime d'intéressement. À noter, élément essentiel, qu'il comprend également les dirigeants de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans la prime partage de la valeur. Il est mis en place par voie d'accord entre l'entreprise et les salariés ou leurs représentants ou par décision unilatérale de l'employeur. L'acte fixe le mode de calcul de l'intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Cette répartition peut être uniforme. Il est dégagé une prime d'intéressement de l'ordre de 3 000 € répartie de façon uniforme entre les salariés. La répartition peut être proportionnelle au salaire ou proportionnelle au temps de présence. Il est également possible de combiner plusieurs de ces critères. Indiquer par exemple que sur 100%, il y aura 30% qui seront répartis de façon uniforme, 30% de façon proportionnelle au salaire et les 40 autres pourcents de façon proportionnelle au temps de présence. Le montant versé doit respecter deux limites cumulatives qu'il ne faut pas dépasser. La première limite, c'est un plafond global. C'est-à-dire que le total des primes versées à l'ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20% du total des salaires bruts versés dans l'entreprise. Le deuxième plafond est plutôt un plafond individuel. La somme perçue par un salarié ne peut pas dépasser 35 325 € sur l'année en 2025. Au niveau des avantages, il y a des avantages sociaux pour l'entreprise. Toutes les entreprises sont exonérées de cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés dans le cadre de l'intéressement. Il n'y a que les entreprises de plus de 250 salariés qui sont assujetties au forfait social de 20%. Donc, il y a une exonération des cotisations salariales et patronales, sauf une cotisation salariale sur laquelle nous allons revenir un peu plus bas. Au niveau des avantages fiscaux pour l'entreprise, les entreprises qui mettent en place l'intéressement bénéficient des avantages fiscaux suivants: une déduction du bénéfice imposable des sommes versées dans le cadre de cet intéressement. Si l'entreprise est une SCOP et si les sommes sont versées dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, le droit de constituer une provision pour investissement qui ne doit pas dépasser certains plafonds. En ce qui concerne les salariés, les sommes reçues dans le cas de l'intéressement sont exonérées de cotisations sociales. C'est ce que nous avons vu, sauf pour la cotisation salariale CSG, CRDS. Si le salarié place ses sommes sur un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collective, PERCO, dans les 15 jours du versement, il bénéficie également d'une exonération d'impôt sur le revenu, toujours dans la limite de 35 325 € sur l'année 2025. En plus de cette prime d'intéressement, il est possible de verser le supplément d'intéressement. Si la prime d'intéressement calculée et attribuée est inférieure au plafond annuel,
L'entreprise peut verser aux salariés et aux dirigeants un supplément d'intéressement. Il est en principe mis en place par décision unilatérale, soit prise par le conseil d'administration, le directoire ou le chef d'entreprise. Il doit bénéficier, bien sûr, à tout le personnel qui a bénéficié de l'intéressement principal. Pour le bénéficiaire, l'addition de ce supplément et de la prime d'intéressement ne doit pas dépasser le plafond annuel de 35 325 euros, donc c'était le plafond individuel, et doit être inférieur ou égal à 20% du total des rémunérations brutes qui ont été versées dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que le montant est libre. Il n'y a aucune formule de calcul qui est exigée. Cela peut être une somme en euros, un pourcentage de la masse salariale, du résultat comptable. Le montant est libre. Il est réparti suivant les règles, il peut être réparti suivant des règles différentes de celles de l'accord initial, mais alors il faudra un accord spécifique qui devra être déposé au niveau de l'adresse compétente. Que ce soit l'accord principal, bien sûr, ou l'accord sur le supplément d'intéressement, l'exonération ne sera applicable que si l'accord est déposé. Il y a une efficacité qui peut être renforcée en cas de placement. Quelle que soit la taille de l'entreprise, les différents dispositifs d'épargne salariale vous permettent d'optimiser la rémunération de vos équipes, mais également la vôtre en tant que dirigeant d'entreprise. Chaque versement effectué sur un plan épargne entreprise, plan épargne inter-entreprise est bloqué, mais il existe des cas de déblocage anticipé, dont l'acquisition de la résidence principale. Il y a environ 11 cas de déblocage dans le cas d'un plan épargne entreprise. L'épargne investie sur un PERCO, plan épargne retraite, est disponible à la retraite sous forme de capital ou de rente. De rachat fractionné, tout est possible. Avant la retraite, bien sûr, il y a des cas de déblocage anticipé qui sont quand même plus limités que dans le cas d'un plan épargne entreprise, on peut le comprendre car l'objectif n'est pas le même. Tenais à le relever qu'entre votre expert comptable, votre comptable, votre chargé de mission, qui gère tout l'aspect fiscal, comptable et juridique de votre entreprise, la rémunération des dirigeants, entre votre responsable paye, votre gestionnaire de paye qui gère les ressources humaines et les payes de vos salariés, et également, notre pôle gestion patrimoniale, nous sommes les mieux placés pour vous aider dans la mise en place de ces dispositifs, plan épargne entreprise, plan partage de la valeur, plan d'intéressement. N'hésitez pas à faire appel à nous. Voilà. En transition, nous allons parler du contrat d'apprentissage et des nouvelles règles qui leur sont applicables. Il y a un nouveau régime en ce qui concerne les aides à l'apprentissage qui a été fixé par un décret du 22 février 2025. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, à partir du 24 février, l'aide pour les contrats d'apprentissage passe à 5 000 euros pour la première année. C'était de 6 000 euros l'année dernière. L'aide unique à l'embauche existe tout le temps et elle est également de 5 000 euros. Cela concerne les contrats d'apprentissage qui préparent un diplôme au plus équivalent au bac niveau 4. Elle existe depuis 2023. L'aide exceptionnelle pour les contrats d'apprentissage préparant un diplôme de niveau 5, bac plus 2, jusqu'au niveau 7, bac plus 5, est provisoire, temporaire et s'applique aux contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025. Cette aide exceptionnelle est à 5 000 euros. L'aide unique est subordonnée à la transmission du contrat à l'OPCO au plus tard dans les 6 mois après sa conclusion. Le décret prévoit que l'employeur ne peut bénéficier de l'aide que s'il n'a pas déjà bénéficié de cette aide avec le même apprenti pour une même certification professionnelle. Cette condition n'était pas prévue jusqu'à présent. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l'aide exceptionnelle passe de 6 000 à 2 000 euros pour la première année d'exécution
pour tout contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre professionnel de niveau 7 ou plus, c'est-à-dire bac+5, conclu entre le 24 février et le 31 décembre 2025. Attention, ces entreprises doivent respecter un quota d'alternants dans leurs effectifs. Quel que soit l'effectif de l'entreprise, le montant de l'aide reste à 6 000 euros pour les contrats conclus avec une personne en situation d'handicap. Pour rappel, une entreprise ou un établissement peut accueillir maximum 2 apprentis et un redoublant par maître d'apprentissage. La loi de financement de la sécurité sociale 2025 durcit le régime social des rémunérations versées aux apprentis pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2025. Il y a maintenant le paiement de la CSG-CRDS. Les apprentis qui étaient jusqu'à présent exemptés de CSG-CRDS y seront désormais assujettis pour les sommes versées au-delà de 50% du SMIC. Il y a une baisse de l'exonération des cotisations sociales. Les rémunérations des apprentis étaient exonérées des cotisations salariales dans la limite fixée à 79% du SMIC. La loi abaisse ce seuil à 50% du SMIC. Ainsi, la réduction des aides financières plus l'augmentation des charges sociales se traduit par un coût plus élevé pour les employeurs qui embauchent des apprentis en 2025 par rapport à 2024. Mais c'est un dispositif, je le rappelle et j'insiste dessus, qui reste toutefois intéressant. Et financièrement et humainement parlant, car vous formez des jeunes à vos process et à votre mentalité d'entreprise. Nous allons voir l'impact sur une simulation de bulletin de salaire avant et après le 1er mars 2025. J'ai choisi un apprenti de plus de 26 ans pour que l'on dépasse ces plafonds de 50% du SMIC, parce qu'à partir de 26 ans, au niveau légal, ils sont rémunérés à 100% du SMIC. Donc, nous pouvons voir sur le bulletin, la simulation de gauche, que pour une rémunération brute au SMIC de 1 801,84 €, les cotisations salariales sont de 42,79 €, les charges patronales sont de 11,08 €. Le salarié perçoit 1 759,05 € en net. Sur le bulletin de droite, cette simulation concerne un apprenti qui rentre et qui signe son contrat à partir du 1er mars 2025. Le SMIC, la rémunération brute est la même, mais au niveau des cotisations salariales, nous passons de 42,79 € à 187,75 €. Au niveau des cotisations patronales, il n'y a pas de changement. Pour l'apprenti qui percevait avant le 1er mars 2025 une rémunération nette de 1 759,05 €, il perçoit depuis le 1er mars 2025 une rémunération nette de 1 614,09 €. Donc une baisse de 144,96 € par mois, ce qui représente une baisse de l'ordre de 1 739 € par an. Les cotisations sociales salariales les cotisations sociales, salariales et patronales passent de 53 € à 198 € par mois, mais je vous fais remarquer que le coût global ne change pas parce que nous avons augmenté les charges salariales, donc le salarié percevra moins en net, mais vous verserez plus de cotisations parce que vous verserez ces cotisations salariales. Les avantages en nature véhicule. Le barème réel ne bouge pas. La modification concerne le barème forfaitaire. Petit rappel sur les avantages en nature. Ce sont des biens et des services qui sont fournis aux salariés de l'entreprise gratuitement par l'employeur ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. Les salariés font ainsi l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter. L'avantage consenti est dès lors soumis à cotisation sociale. Ça peut concerner un logement, un véhicule, du matériel informatique. Voilà, c'est soumis à cotisation.
Un arrêté du 25 février 2025 indique les nouveaux montants pour réévaluer forfaitairement l'éventuel avantage en nature pour les véhicules qui sont mis à la disposition des salariés. Ça s'applique aux cotisations et contributions sociales à partir du 1er février 2025. Pour l'évaluation au forfait, nous avons un véhicule qui a été acheté et qui a moins de 5 ans. Avant le 1er février 2025, lorsque le carburant était pris en charge par l'entreprise, nous avions 2 modes de calcul: 9 du coût d'achat plus les dépenses réelles ou 12 du coût d'achat. Si le carburant du salarié n'est pas pris en charge par l'entreprise, on appliquait un avantage en nature de 9 du coût d'achat. À partir du 1er février 2025, nous étions sur 9 du coût d'achat, nous passons à 15 du coût d'achat. Si nous ne tenons pas compte des dépenses réelles, nous passons de 12 du coût d'achat à une évaluation de l'avantage en nature à 20 Et si le carburant n'est pas pris en charge par l'entreprise, nous passons de 9 à 15 du coût d'achat. Ceci concerne un véhicule acheté qui a moins de 5 ans. Pour un véhicule acheté qui a plus de 5 ans, nous étions sur 6 plus les dépenses réelles de carburant ou un forfait de 9 du coût d'achat. Si le carburant personnel n'était pas pris en charge par l'entreprise, nous retombons à 6 À partir du 1er février, nous passons de 6 à 10 de 9 à 15 Pour l'évaluation au forfait des véhicules loués mis à disposition avant le 1er février 2025, nous prenions la location, l'entretien, l'assurance, nous multiplions par 30 et nous rajoutons les dépenses réelles de carburant ou, dans la plupart des situations, la location, l'entretien, l'assurance, une estimation, de l'ordre de 150 € par mois, ça dépend, du type de véhicule, d'une consommation d'essence et on multipliait par 40 Donc 30-40 pour un véhicule loué avant le 1er février 2025. Pour un V 30-40 pour un véhicule loué à partir du 1er février 2025, au lieu de 30, nous passons à 50 et au lieu de 40, nous passons à 67 de l'enveloppe globale, location, entretien, assurance, essence par exemple, pour la base à 67 L'évaluation pour le véhicule loué est toujours plafonnée au montant de l'avantage en nature qui aurait été évalué si l'employeur avait acheté le véhicule. Donc nous faisons toujours ce comparatif. Pour un véhicule électrique, l'abattement reste applicable uniquement en cas d'évaluation forfaitaire. Il dépend de la mise à disposition du véhicule et de son score, nouvelle donnée, de son score environnemental. Score que vous pouvez retrouver sur un site internet score-environnemental-bonus.adem.fr. Entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, l'abattement est de 70 Il est de maximum 4 582 €. Il faut que les 2 conditions soient remplies, que ce soit un véhicule électrique et qui corresponde, que son score environnemental, réponde aux critères, donnés par l'État. Entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025, l'abattement était de 50 Il était limité à 2 030 € sur l'année. Sur l'avantage en nature véhicule, vous avez vu qu'il y a une période avant, après le 1er février 2025. Il y a cette notion de mise à disposition. Le boss a apporté des réponses. Le véhicule est considéré
mis à la disposition du salarié à la date d'attribution fixée par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié. Par exemple, vous avez un véhicule qui a été acheté par une entreprise et donné au salarié A avant cette date. Il bénéficie des dispositions applicables au véhicule mis à disposition avant le 1er janvier. Le 1er février 2025, pardon. Et donc, sur toute l'année 2025, et tant que le salarié a ce véhicule, il bénéficie des dispositions avant le 1er février 2025. Si le même véhicule est restitué par le salarié A et donné par exemple en avril 2025 au salarié B, même s'il s'agit du même véhicule, les règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 s'appliquent. De même, si le salarié A se voit attribuer un nouveau véhicule à compter du 1er février, les règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter de cette date s'appliquent même s'il s'agit du même salarié A et d'un simple changement de véhicule. Il faudra toujours donc peut-être revenir sur l'évaluation au réel. Jusqu'à présent, l'évaluation forfaitaire était plus favorable, mais il faudra vraiment voir quel est le plus favorable en matière d'avantages en nature, de calcul d'avantages en nature, entre l'évaluation réelle et l'évaluation forfaitaire, compte tenu de ces nouvelles dispositions. En ce qui concerne les indemnités journalières, il y a une baisse de la prise en charge par la Caisse d'assurance maladie, la MSA, à compter du 1er avril 2025. L'indemnité complémentaire versée par l'employeur va augmenter, selon les cas de figure que nous allons voir. La sécurité sociale verse un montant d'indemnité journalière qui correspond aux 3 derniers salaires du mois civil avant l'interruption du travail. Pour les arrêts de travail jusqu'au 31 mars 2025, les revenus étaient pris en compte et plafonnés à 1,8 fois le SMIC, 3 243,31 €, ce qui donnait une indemnité journalière brute de 53,31 €. À compter du 1er avril 2025, le plafond est ramené à 1,4 fois le SMIC mensuel brut pour tous les arrêts de travail. Donc, nous passons de 3 243,31 € à 2 522,58 €. L'indemnité journalière avant le 1er avril 2025 était de 53,31 €. À compter du 1er avril 2025, elle passe à 41,47 €. Nous allons voir l'impact que cela aura et a pour les arrêts depuis le 1er avril 2025 sur le salarié et sur l'employeur. Premier cas de figure, nous avons un salarié en arrêt maladie 10 jours. Il a eu une rémunération mensuelle brute de 3 300 € sur les 3 derniers mois. Il a moins d'1 an d'ancienneté, il n'a donc pas droit à l'indemnisation complémentaire de son employeur. Jusqu'au 31 mars 2025, il percevait 373,17 € pour ses 10 jours d'arrêt maladie. À compter du 1er avril, il perçoit 290,29 €, soit une perte de 82,88 € pour 10 jours d'arrêt maladie pour un salarié qui a moins d'1 an d'ancienneté et qui donc ne perçoit pas d'indemnisation complémentaire de son employeur. Un salarié au-delà des plafonds. Deuxième cas de figure, nous avons un salarié en arrêt maladie 20 jours. Il perçoit une indemnisation complémentaire de son employeur qui est prévue par le régime légal. Sa rémunération, nous restons sur le même cas de figure, 3 300 € brut sur les 3 derniers mois avant l'arrêt. Jusqu'au 31 mars 2025, pour ces 20 jours, après une carence de 7 jours, l'employeur doit lui maintenir 90% de sa rémunération. Il percevra 906,27 € de la caisse d'assurance maladie et 1 100,68 € de l'employeur. À partir du 1er avril, il perçoit 704 € d'indemnité journalière et
Au lieu de 1 168 € de l'employeur, il percevra 1 369 € de l'employeur, car il doit maintenir 90 de sa rémunération après 7 jours de carence. Et comme la sécurité sociale baisse son indemnité journalière versée, lui devra augmenter le maintien. La prise en charge de l'employeur est plus élevée de 201 € pour 20 jours d'arrêt maladie. Nous sommes sur le régime légal. Dernier cas de figure, le salarié en arrêt maladie, un mois, perçoit de son employeur une indemnisation complémentaire à hauteur de 100 de son salaire brut sans carence. C'est ce que prévoient certaines conventions collectives. Et c'est la convention collective qui est applicable dans l'entreprise de notre cas de figure. Il a toujours une rémunération de 3 300 € brut sur les 3 derniers mois. Jusqu'au 31 mars, il perçoit 1 439 € d'indemnité journalière de la sécurité sociale. Maintien à 100 sans carence, l'employeur complète à hauteur de 1 860 €. À partir du 1er avril, il percevra 1 119 € au lieu de 1 439 d'indemnité journalière de la sécurité sociale. L'employeur doit maintenir 100 de son salaire sans carence. Il versera donc, pour un mois d'arrêt maladie, 2 180 € par mois. La prise en charge de l'employeur est plus élevée de 319 € par mois dans le cas d'un régime conventionnel qui prévoirait une indemnisation à 100 sans carence. Donc, selon ce qui est prévu par votre convention collective, selon les arrêts maladie que vous avez dans votre entreprise, n'hésitez pas à faire le point avec votre assureur sur les prises en charge qui sont prévues par votre contrat prévoyance afin de limiter ce surcoût. Nous avons des partenaires, si vous n'avez pas d'assureur attribué, nous avons des partenaires qui peuvent vous aider dans la mise en place de ces prises en charge supplémentaires et qui peuvent vous permettre de moduler ou d'ajuster votre contrat prévoyance en conséquence, car le coût peut être très rapidement très élevé. Vous avez vu, dans le précédent cas de figure, on parle de 319 € par mois pour un mois d'arrêt. Nous allons maintenant traiter de divers points, notamment la formation professionnelle des salariés. Je vous rappelle que tout salarié peut bénéficier d'une formation professionnelle continue. Vous cotisez pour ça tous les ans. Cette formation professionnelle, elle a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Le plan de développement des compétences, est le cadre qui permet à l'employeur de définir sa politique de formation. L'objectif est l'adaptation du salarié à son poste de travail, sa capacité à occuper un emploi, le développement de ses compétences. Vos OPCO, opérateurs de compétences, sont des structures qui sont agréées par l'État, dont la mission est de vous accompagner dans le développement et la gestion des compétences de vos salariés. Ils peuvent ainsi prendre en charge le financement de leur formation professionnelle et, sous certaines conditions, leur rémunération, leurs frais. Pour constituer un dossier de prise en charge, votre OPCO vous demandera des justificatifs, une convention de formation, une facture, un programme qui justifie les compétences visées par la formation. Les fonds disponibles et les priorités en matière de compétences de votre branche professionnelle vont influencer la décision à propos de ces prises en charge. Il est évident que si vous déposez un dossier de prise en charge en début d'année, vous aurez plus de chances d'avoir un financement plutôt qu'en fin d'année. Cela dépend aussi des formations que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes dans le tourisme et vous souhaitez que votre salarié ait une formation qualifiante
dans une langue étrangère, cela peut être pris en charge par votre OPCO. Vous êtes dans le transport, vous avez besoin que votre salarié ait une qualification ou un titre supplémentaire, cela peut être pris en charge par votre OPCO. Voilà, ce sont des budgets qui sont négligés par les entreprises. Il est très important de faire bénéficier à vos salariés et pour vous, pour votre entreprise, pour vos salariés, de la formation professionnelle continue. Deuxième point, ce sont les primes transport. Nous en avions parlé lors du dernier webinaire, donc je vais réajuster les montants qui ont changé en 2025. Déjà un rappel sur les transports en commun, tous les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient obligatoirement, c'est une obligation, du remboursement de leur abonnement à hauteur de 50%. Ce remboursement est effectué par l'employeur mensuellement, même si l'abonnement est annuel. Au plus tard, à la fin du mois suivant, l'achat du titre de transport. Il n'y a pas de prise en charge pour des tickets individuels. Le salarié doit présenter un justificatif qui sera présenté en cas de contrôle URSSAF. Donc, vous le gardez bien dans le dossier du salarié pendant 3 ans. Le montant de la prise en charge des transports est mentionné sur la fiche de paie. À compter du 1er janvier 2025, la limite d'exonération de la participation passe de 75% à 50%. La part excédentaire est soumise à impôt sur le revenu. Elle est exonérée de cotisations sociales si l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ne relève pas d'une convenance personnelle du salarié. Cette condition n'était pas exigée de 2022 à 2024, elle l'est à compter du 1er janvier 2025. Prise en charge des transports en commun. Pour les trajets domicile-lieu de travail, l'employeur peut prendre en charge totalement ou partiellement les frais du salarié qui utilise un moyen de transport personnel pour se rendre au travail. Cette prise en charge n'est pas obligatoire. C'est une optimisation sociale. Si l'employeur la met en place, il doit faire profiter tous les salariés dans les mêmes conditions. En 2025, les remboursements sont exonérés de cotisations sociales et d'impôts. C'est pour cela que je vous parle d'optimisation sociale. Il y a une exonération de cotisations sociales et d'impôts dans la limite annuelle de 300 € pour un véhicule thermique, 600 € pour un véhicule électrique hybride rechargeable hydrogène. Condition qu'il n'y avait pas de 2022 à 2024, le salarié doit être contraint d'utiliser son véhicule personnel. Il doit par exemple être situé dans une zone non desservie par les transports en commun ou mal desservie. Un salarié qui mettrait 3 heures pour faire le trajet domicile-lieu de travail, il peut y avoir une tolérance de l'URSSAF à accepter cette prise en charge de trajet. Il doit habiter dans une agglomération de moins de 100 000 habitants, avoir des conditions, alors ce sont des conditions alternatives, hein, ou avoir des conditions d'horaire de travail particuliers, par exemple travailler de nuit, exercer une activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise. Un commercial qui aurait plusieurs rendez-vous clientèle serait dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Le forfait mobilité durable, c'est la prise en charge des frais pour les trajets domicile-lieu de travail. Dans le cadre du forfait mobilité durable, pour un salarié qui utilise un mode de transport alternatif, mobilité douce ou mobilité partagée, covoiturage, véhicule électrique, trottinette, vélo, par exemple. Le montant maximum est de 600 €, exonéré de charges par an par salarié. En Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte, c'est limité à 600 €. Cette indemnité, je le rappelle, est exonérée de cotisations sociales. Nous allons rentrer dans une période particulière de recrutement. Il va y avoir de plus en plus de recrutement pour les saisons, pour des remplacements de congés et vous pourriez être emmené à embaucher un salarié de nationalité étrangère. Nationalité étrangère, j'entends hors Union européenne. Donc, avant l'embauche, je vous rappelle les conditions à remplir, parce qu'il va y avoir des conséquences qui seront graves si ces conditions ne sont pas remplies.
Nous avons parfaitement conscience qu'il y a une réelle pénurie en matière de recrutement en ce moment, mais voilà, il faut être vigilant sur ce point. C'est pour ça que je souhaite revenir sur cette embauche d'un salarié étranger, car nous sommes confrontés à cette question quasiment tous les jours. Premièrement, il faut vérifier la nationalité du travailleur étranger. Vous avez 2 possibilités, soit il est ressortissant de l'Union européenne, je vous laisse, lire la liste des pays et à ce moment-là, aucune autorisation de travail n'est exigée. Soit il est ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne et à ce moment-là, il faut que vous ayez une autorisation de travail. Certains États qui ont conclu des accords avec la France, Andorre, Islande, Monaco, Norvège, Saint-Marin et la Suisse, tous les travailleurs originaires de ces pays n'ont pas besoin d'autorisation de travail. Attention également aux ressortissants algériens pour qui la circulation, le séjour et le travail en France relèvent d'un régime spécifique qui découle de l'accord franco-algérien de décembre 1968. Donc, avant l'embauche, nous vérifions la nationalité du travailleur étranger. Il faut aussi vérifier que ce ressortissant peut travailler en France. Pour pouvoir travailler en France, il doit disposer d'une autorisation de travail. Ça peut prendre la forme d'un visa, d'un titre de séjour, d'un document distinct de l'autorisation de séjour. Tous les titres de séjour ne permettent pas nécessairement de travailler en France. Il faut une autorisation pour travailler en France. Vous pouvez avoir un titre de séjour sur lequel il est indiqué rapprochement familial. Cela n'autorise pas le titulaire à travailler en France. Il faut également réaliser les démarches de vérification de ce titre de séjour auprès de la préfecture. L'autorisation de travail doit être vérifiée au minimum 2 jours avant l'embauche. L'objectif est la répression des fraudes, le fait d'avoir entre vos mains un titre de séjour qui serait faux. L'employeur ou le gestionnaire de paye envoie une copie du document fourni par le travailleur en préfecture. C'est un envoi par mail. À défaut de réponse de l'administration dans le délai de 48 heures, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail et le fait que le titre soit régulier et authentique est réputé accompli. L'employeur qui manquerait à cette obligation pourrait voir sa responsabilité engagée. S'il n'a pas fait les démarches dans les 2 jours avant l'embauche, il doit procéder à la vérification même hors délai. Concrètement, si le titre de séjour est faux, nous avons un retour dans les 5-10 minutes de la préfecture. Donc, les titres faux existent. Il y a des sanctions en cas d'emploi d'étrangers sans titre de travail. Il y a une amende administrative dans le cas d'un emploi d'un étranger sans titre de travail ou l'emploi d'un étranger qui a un titre de travail mais qui est employé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail. Nous avons des titres de travail sur lesquels il est indiqué autorisé à travailler en qualité, par exemple, de serveur. Il ne sera pas possible d'embaucher ce salarié en cuisine, en qualité de chef de rang, en qualité de chef cuisinier. C'est un serveur, il doit être embauché pour cet emploi. Le salarié rentre sous la qualification, il a un titre de séjour sous la qualification d'aide à domicile. Il ne sera pas possible de l'embaucher en tant qu'agent administratif. Il a une autorisation de travail pour un emploi déterminé. Si vous souhaitez l'embaucher pour un autre emploi, il faudra demander la mise à jour de son titre de travail, ce qui sera beaucoup plus simple que l'obtention d'un titre de travail initial. Au niveau de l'amende administrative, le montant maximum est de 21 100 € par travailleur étranger pour l'année 2025. 21 100 € d'amende administrative pour un travailleur qui ne bénéficie pas d'un titre de travail en France. L'amende pénale est à 30 000 € par salarié étranger et cela concerne
Le salarié qui est embauché dans une catégorie professionnelle, une profession, une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail. Il y a une autre sanction qui peut avoir des conséquences dramatiques, c'est la fermeture administrative de l'établissement. Je vous laisse imaginer un restaurant qui ouvre d'avril à septembre, activité saisonnière, sanction fermeture administrative d'avril à septembre. Les conséquences peuvent être très graves. Donc c'est vraiment un point de vigilance. Nous sommes là pour vous conseiller, vous nous transmettez les documents que nous vous demandons et nous pouvons faire les vérifications adéquates. Je profite de ce webinaire pour vous parler rapidement d'un SIRH. Nous avons un partenariat avec l'entreprise Staff Go qui vous permet d'avoir une solution ressources humaines agile, adaptée aux petites, moyennes, grandes entreprises. Alors, la solution RH, c'est une gestion collaborative, des variables de paye, de l'archivage de vos bulletins de salaire, la gestion de vos temps, la gestion de vos congés, de vos absences, de vos notes de frais, de vos entretiens, vous permet de communiquer avec vos équipes et également d'avoir la signature électronique. Nous sommes à votre disposition pour vous former si vous êtes intéressé pour la mise en place de cette solution RH dans votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Alors, je vais remonter le fil des conversations. Concernant le bénéfice net fiscal, il s'agit de l'entité seule ou bien celle du groupe? Alors, concernant le bénéfice net fiscal, il s'agit de l'entité seule ou de celle du groupe? Alors, c'est une question qui est plus comptable que sociale, donc je préfère pas vous dire de bêtises et je vais vous orienter vers votre expert comptable. Normalement, je pense que alors oui, ça dépend de la qualité du groupe, mais moi je raisonnerais, par sirène, à voir. Oui, vous aurez la présentation, il y aura un replay de la présentation. Florence vous a répondu. Alors, nous sommes d'accord, le changement se fait au 1er février. Si le salarié n'avait pas de véhicule de fonction avant cette date, rien ne change. Alors, si le salarié n'a pas de véhicule de fonction avant le 1er février 2025 et qu'il en a à partir du 1er février 2025, c'est la nouvelle réglementation qui va s'appliquer. En revanche, s'il avait le véhicule avant le 1er février 2025 et qu'il le conserve par la suite, c'est l'ancienne réglementation qui s'applique. Et les anciens barèmes forfaitaires selon le cas de figure. Oui, alors en ce qui concerne la prise en charge des titres de transport, il n'y a pas de prise en charge en cas de ticket unitaire. Tout à fait, ça concerne non l'abonnement mensuel ou annuel. L'abonnement hebdomadaire est également accepté, voilà, annuel ou mensuel, tout à fait. Et l'abonnement hebdomadaire est aussi accepté par certains contrôleurs URSSAF. Je préfère que l'on reste sur les annuels et mensuels. L'avantage en nature. L'avantage en nature, préciser les modalités de la déclaration au réel plutôt qu'au forfait. Oui, hein, vous avez 2 modes de calcul, soit une déclaration qui se fait au réel, soit une déclaration qui se fait au forfait. Donc au réel, ce sont les sommes, réellement dépensées. Dans 90 des cas, nous étions plutôt sur une estimation forfaitaire, mais avec la nouvelle réglementation, je pense que pour certaines situations, le calcul au réel pourrait être plus intéressant. PPV. Alors pour le versement de la PPV, en effet, si le bénéfice net de la société est de
1%, 22, 23, 24, selon la loi, il faudra verser ou mettre en place un système de partage de la valeur. Si en 2025, c'est moins, on prendra 25, 26, 27 pour en 2028 vérifier si les conditions sont remplies ou pas. Voilà, ça sera toujours sur les 3 années précédentes. Alors, c'est sûr que, par exemple, sur 22, 23, 24, alors 23, 24, 25, 2026, la condition pourrait retomber. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans la découverte de ce nouveau dispositif. Donc, il faudra voir, il y aura sûrement des questions-réponses gouvernementales, voir dans quelle mesure on peut échapper ou pas, parce que ça peut être très intéressant pour les salariés et l'employeur de la mise en place de ce partage de la valeur à cette nouvelle obligation qui a été mise en place par le gouvernement. Pour les AEL, on a parlé des thermiques et des électriques. Quid des hybrides? Alors, pour les avantages en nature, on a parlé des thermiques, des électriques, quid des hybrides? Alors, pour moi, malheureusement, les hybrides restent dans le thermique, hein. Clairement, le gouvernement vise les électriques, 100 électriques. Et en cas de contrôle URSSAF, je ne prendrai pas le risque d'appliquer l'abattement sur un véhicule hybride, clairement. Si un salarié bénéficie d'un véhicule avec une retenue salaire en guise de loyer, peut-on lui augmenter? Pas lié aux augmentations. Ah oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez tout à fait, maintenir un salaire net, du salarié parce que l'avantage en nature est plus élevé, qu'il va payer plus de cotisations. Vous pouvez tout à fait réajuster en lui versant un salaire brut, enfin, en maintenant son net et donc en reversant un salaire brut plus élevé. L'augmentation du loyer, alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que dans l'absolu, si vous souhaitez, pallier à ces augmentations, du barème forfaitaire, vous pouvez tout à fait pas augmenter le loyer. L'avantage en nature sera augmenté de toutes les façons parce que le barème forfaitaire va augmenter. Donc, vous n'augmenterez pas l'avantage, le montant de l'avantage, enfin, le loyer sera augmenté en soi, donc il faudra maintenir, sa rémunération, si vous souhaitez maintenir la rémunération. Si l'avantage en nature est plus élevé, bien sûr, il y aura une retenue, sur son salaire. Tout à fait. Bon. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans tous les cas, nous restons à votre disposition pour la moindre de vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire d'actualisation sociale et je reste à votre disposition. Nous restons toutes et tous à votre disposition pour vos questions, mise en place de dispositifs et accompagnement. Une belle journée. Au revoir.